Sur la côte méditerranéenne, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Marseille est une cité dont l'origine remonte à l'Antiquité. Chaque année, près de 5 millions de touristes arpentent les quartiers enchevêtrés de la ville à la découverte de son extraordinaire patrimoine architectural. Depuis ses origines grecques et romaines jusqu'à la modernité de notre siècle, la ville exhume sans cesse les vestiges de toutes les cités qui se sont superposées au fil du temps. Des monuments, parfois oubliés, dont il ne reste que des ruines. D'autres qui subsistent et se dressent fièrement, comme des étendards. C'est le cas de la basilique Notre-Dame de la Garde. Nichée à 150 mètres d'altitude, la Bonne Mère est visible de partout à Marseille et jusqu'à 20 km en mer. Notre-Dame de la Garde est le repère, l'image de Marseille. Depuis sa création en 1853, elle pose un regard bienveillant sur la ville. Il y a une ferveur autour de ce monument parce qu'on a l'impression qu'elle protège tous les Marseillais. Dans tous les soucis de la vie courante, on a pour beaucoup l'habitude de monter à Notre-Dame de la Garde pour déposer un cierge et faire une petite prière. Construite dans le style romano-byzantin, la Bonne Mère mesure 52 mètres de long sur 17 mètres de large, l'équivalent d'une piscine olympique. Au sommet de son clocher, à 60 mètres, trône la statue monumentale de la Vierge à l'Enfant. La construction de la basilique sera longue et difficile. On pose la première pierre en 1853 et on posera la dernière tesselle de mosaïque en 1899. 46 ans de travaux ont été nécessaires. Pour connaître les secrets de conception de cet extraordinaire monument, il faut remonter 10 siècles en arrière, alors que le relief qui surplombe la mer porte déjà le nom de colline de la Garde. Cette colline est une colline de guet pour surveiller la mer, pour surveiller l'entrée du port. Et il en sera ainsi pendant 1000 ans. Au sommet de la colline, la situation stratégique du poste d'observation permet de prévenir la ville en cas d'attaque maritime de pirates, barbares ou sarrasins. La dévotion pour ce lieu ne tarde pas. En 1214, la fonction religieuse s'implante au sommet de la colline. Un ermite monte à Notre-Dame de la Garde pour y mener une vie retirée. La même année, l'ermite fait construire une petite chapelle sur la colline de la Garde, un repère salutaire pour les marins qui prennent la mer. Détruite puis reconstruite après la mise à sac de Marseille par les troupes du roi d'Aragon en 1423, l'avenir de la chapelle est à nouveau menacé au XVIe siècle. Charles Quint, roi d'Espagne et empereur germanique, souhaite conquérir la Provence pour relier ses terres espagnoles et italiennes. Le roi de France, François Ier, est contraint de renforcer ses défenses marseillaises. François Ier a besoin de contrôler le principal secteur d'attaque qui est tourné vers l'est, d'où viendra l'ennemi. Donc il a besoin de contrôler la grande crête qui monte jusqu'à la Garde. Seulement la construction d'un fort sur la stratégique colline de la Garde se heurte à un inconvénient, la présence de la petite chapelle de la Vierge. Les rois de France sont des rois très croyants. Ils représentent Dieu et ils ont à la fois une responsabilité militaire et religieuse. François Ier donc ne peut pas se permettre de raser le sanctuaire qui est le sanctuaire essentiel des Marseillais. Il ne peut pas. La révolte serait généralisée. Contraint par la chapelle ainsi que par les dimensions exiguës de la colline, dont le sommet ne constitue qu'un petit plateau rocheux entouré de fortes pentes, les architectes vont ceinturer l'édifice pour l'intégrer au fort. Alors la chapelle qui était à l'intérieur du fort, on sait qu'elle est minuscule et elle est totalement écrasée, elle est en contrebas des terrasses du fort, donc elle devait être vraiment, son toit ne devait pas dépasser au-dessus du fort. Le fort est un triangle constitué de deux côtés de 75 mètres
et d'un troisième de 55. Sur la pointe ouest, le bastion royal sert de vigie. Un autre couvre le flanc est. Dans la pointe aiguë du fort, côté sud, se trouve le magasin de poudre. Sous la basilique, l'éperon orienté vers la mer rappelle l'existence du fort construit en 1536 sous le règne de François Ier. Le fort est très bien adapté à la topographie et il est évidemment passionnant puisque construit à la fin de la décennie 1530, il est donc un des tout premiers bastions d'Europe occidentale. Donc c'est vraiment une formule extrêmement précoce que ce bastion de la Vigie. Désormais, pour entrer dans la chapelle, il faut gravir un escalier, puis franchir un pont-levis encore fonctionnel aujourd'hui. Même si les fidèles n'ont pas accès au fort, une cohabitation entre l'Église et l'armée s'instaure pour plus de 4 siècles. C'est ce qui évidemment est fascinant, c'est ce dialogue que ça raconte entre le sabre et le goupillon, entre cette rencontre pendant plusieurs centaines d'années entre le sanctuaire et la logique du militaire. C'est seulement dans les périodes de troubles ou de menaces que l'accès à la chapelle ne sera pas autorisé par les militaires. En 1793, après la Révolution française, le fort est réquisitionné, la chapelle désaffectée et transformée en prison. Rendue au culte 14 ans plus tard, la ferveur des fidèles de la Bonne Mère ne se dément pas. Au milieu du 19e siècle, la population marseillaise a presque doublé en 20 ans, passant de 65 000 habitants à plus de 100 000. Sur la colline de la Garde, la chapelle n'est plus assez grande pour accueillir les fidèles. Le projet de construction d'une grande basilique germe dans les esprits. Mais comment convaincre l'armée de céder une partie de son fort pour le réaliser? La carrière militaire de ce fort a été très modeste. Et milieu 19e siècle, il ne sert plus à grand-chose d'un point de vue militaire. En 1853, le fort, désormais considéré comme un ouvrage militaire de seconde catégorie, est déclassé par l'armée. Il peut laisser place à un ambitieux projet, celui de la future basilique Notre-Dame de la Garde. Les meilleurs cabinets d'architectes entrent alors en compétition. C'est ainsi que vont se détacher deux projets, un projet néo-gothique et un projet romano-byzantin. Le projet retenu est celui d'inspiration romano-byzantine, présenté par le célèbre bâtisseur de la cathédrale de la Major à Marseille, Léon Vaudoyer. Alors cet architecte, c'est certainement une grande personnalité. Il est professeur à l'École des Beaux-Arts de Paris. Il a une notoriété qui lui ouvre beaucoup de grands chantiers importants en France. Ce que l'architecte ne dit pas, c'est qu'il sert de prête-nom à celui qui a dessiné les plans, son jeune disciple, Henri-Jacques Espérandieu. Espérandieu avait 23 ans, il était protestant, il n'avait aucune chance de gagner ce concours-là s'il s'était présenté personnellement. Le jeune architecte œuvre alors dans l'ombre du maître. C'est le début d'un chantier épique qui va durer un demi-siècle.